Désir Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Chaque mois, vous le savez, ensemble, nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés, pour nous accompagner, mon complice, Alain Denisot. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. Je rappelle que vous présidez le directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Ensemble, on évoquera... Alors, nous allons parler des comportements digitaux des Français. Et puis, comme d'habitude, une question d'un internaute. Et cette question portera sur le crowdfunding, ou autrement dit, le financement participatif. Financement participatif, on verra ça dans un instant. Dans notre dossier, les jeunes et la création d'entreprises. Quelles sont leurs motivations ou leurs réticences ? 7 sur 10 pourraient se laisser tenter par la création de leur propre activité. Pour franchir le pas, ils peuvent notamment compter sur l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique. À la rubrique innovation, l'engagement de McPhy à Grenoble pour y produire des stations de rechargement à hydrogène. Et puis focus sur le groupe N4 Brands que vous connaissez mieux grâce à son enseigne Fitness Boutique. En fait, l'entreprise basée à Voiron rassemble une quinzaine de marques pour proposer des équipements fitness et des produits nutritionnels pour le sport et le bien-être. Exceptionnelle réussite en 25 ans à force d'adaptation et d'innovation. Le digital fait partie désormais de notre quotidien, qu'il a d'ailleurs largement révolutionné, que ce soit dans nos vies privées ou sur le plan professionnel. La tendance du numérique enclenchée depuis quelques décennies s'est considérablement accélérée durant la crise Covid. Mais qu'en est-il vraiment, Alain Denisot ? Alors, les outils digitaux mobiles, surtout, sont entrés dans notre vie il y a une quinzaine d'années. Ce n'est pas très ancien. Et depuis, ils prennent de plus en plus de place. Alors, effectivement, le Covid les a mis en exergue. Et quand on fait une photographie sur les chiffres actuels, moi, je dois vous avouer que ça me donne un peu le vertige. Alors, un vertige positif. En France, nous avons 92% des Français qui sont connectés à l'Internet. 9 sur 10, donc c'est considérable. Et 80% d'entre eux sont sur les réseaux sociaux, quelles que soient les tranches d'âge. Alors, des réseaux sociaux élargis, bien sûr, on connaît les réseaux traditionnels, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, mais aussi des réseaux sociaux collaboratifs, auxquels sont attachées certaines tranches d'âge. Et on voit aussi émerger de nouveaux réseaux sociaux, comme TikTok, par exemple, qui se polarisent sur les 16-24 ans. Sur ce réseau social-là, les abonnés, les jeunes abonnés, on va dire 16-24 ans, c'est 30 heures par semaine. C'est considérable. Donc en gros, c'est un prolongement d'eux-mêmes, de leur vie. En fait, c'est intégré à leur vie, à leur partage. Mais ces 30 heures par semaine, finalement, ça correspond assez bien à la moyenne des Français face à des écrans, qui est de 32 heures par semaine. Donc on passe quasiment une journée de 24 heures et demie face à nos écrans, en moyenne. Ou une semaine de travail, quasiment. Oui, quasiment une semaine de travail, on peut le voir aussi comme ça, bon, bien sûr, avec les écarts. Clairement, et on le vit de façon personnelle, il y a une forme de dépendance qui s'est installée. Et on a posé la question à un panel de personnes de tout âge, quelle était la dimension indispensable d'un smartphone ? 71% d'entre eux déclarent que c'est indispensable à leur vie. Et ça vient devant un certain nombre d'appareils, comme la machine à laver, le réfrigérateur, les plaques de cuisson. Parce qu'on a oublié que c'était la machine à laver à la main. Oui, c'est ça. Oui. Je pense que parmi les plus jeunes, la machine à laver et le réfrigérateur fait partie de l'intendance familiale qui compte pas grand-chose. Voilà. Sinon, pour revenir sur des éléments plus liés finalement à notre environnement, aujourd'hui, en famille en moyenne, il y a 10 écrans, de la télévision au smartphone individuel. 53% des Français détiennent un smartphone, une tablette et un micro-ordinateur, portable ou non. Et 40% des Français ont un objet connecté. Alors, soit visiblement connecté, ça peut être
voilà, un module de musique, ça peut être une enceinte, des choses comme ça, soit indirectement via des systèmes de sécurité. Donc on est vraiment dans une imprégnation extrêmement profonde de notre quotidien de cette connectivité digitale. Et puis ça s'inscrit aussi dans nos pratiques quotidiennes, par exemple le jeu, le gaming. 80% des Français jouent sur des jeux digitaux, alors souvent sur leur smartphone pour la moitié d'entre eux. Ça s'inscrit aussi dans la télévision. Plus de la moitié d'entre nous avons un abonnement payant pour avoir accès à des films, à des séries, je ne vais pas les citer, tout le monde les connaît. Et puis un tiers d'entre nous avons des abonnements sur des processus musicaux, du streaming musical ou de l'écoute en ligne. Et puis l'évolution s'est aussi faite pour les achats en ligne. Ah oui, totalement, oui. Donc bien sûr, alors les achats en ligne, même chose, ça s'est développé avec les outils digitaux. Ça s'est beaucoup accentué pendant la crise du Covid, où finalement c'était la façon d'acheter un peu tout de façon très sécurisée, parce que je vous rappelle qu'on ne pouvait plus bouger, mais en même temps, le monde était devenu un peu effrayant. Ça représente 150 milliards d'euros d'achats sur Internet en 2022. Pendant la crise du Covid, c'était plutôt des biens qui étaient achetés, en fait, ce qu'on ne pouvait pas aller acheter en magasin. Bien sûr. Et ça s'est un peu rééquilibré, puisque maintenant, ça c'est à peu près moitié-moitié entre les biens et les services. Les biens ont un peu diminué, je crois qu'il faut y voir aussi le phénomène de l'inflation. Mais les services ont augmenté, les services, ce sont les abonnements, les inscriptions en ligne, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et globalement, et là je crois que c'est un phénomène beaucoup lié à l'inflation, le panier moyen d'achat d'un internaute a augmenté de l'ordre de 7%. Voilà. Mais on voit vraiment que l'acte commercial s'est installé dans nos pratiques quotidiennes et régulières, et quelles que soient les générations. Il n'y a pas les jeunes qui font plus, alors les jeunes font plus dans certains domaines, sur certains outils, mais quelle que soit leur génération. Et ce qu'on voit aussi apparaître, c'est des réseaux sociaux. Alors on peut parler de TikTok, mais il y a des réseaux sociaux qui sont, on va dire, moins connus. On peut parler aussi de gens de confiance, où finalement l'achat va avec le réseau social et avec la recommandation. Donc on appelle ça du social selling, où finalement on se fait conseiller par les autres adhérents, abonnés du réseau social. Alors, il y a parfois aussi des professionnels qui vont stimuler. On parlera des influenceurs en fin d'émission. Les influenceurs, bien sûr, qui vont stimuler ces acquisitions-là. Mais voilà, on est de plus en plus dans le partage d'expérience pour acheter. Parce qu'on fait tous, quand on va chercher un produit un peu technique, forcément, on lit toutes les critiques en commençant par les plus jeunes. Les 4 ou 5 étoiles. Oui, mais il n'y a pas que les plus jeunes. La génération Z, quand même, est très en avance. Je suis d'accord. Ouais. D'ailleurs, si on veut parler de la génération Z, le social selling, c'est presque la moitié de ses achats, alors que c'est 29-30% pour les autres générations. Très influencé par effectivement les avis des uns et des autres, et notamment des influenceurs. Et sur des produits qui sont très tournés vers l'usage personnel. C'est l'habillement, les chaussures, les parfums, la beauté, avec un petit impact de l'inflation, donc plus de recherche en termes de promotion. Mais malgré tout, une densité d'achat qui reste assez forte, malgré un contexte un peu moins facile. Est-ce que ça a eu une incidence sur les comportements vis-à-vis des services bancaires ? Oui, alors, bien évidemment, il y a 25 ans, on pensait que les banques physiques disparaîtraient. Ce qui s'est un peu passé dans un pays nordique, mais pour d'autres raisons, notamment des raisons d'éloignement, aussi de climat. Qu'on ne peut pas bouger 6 mois de l'année, forcément, ce qui est à distance ou sans distance est mieux. Dans ce qu'on voit aujourd'hui pour une très grande majorité de la population, entre 75 et 80%, c'est qu'il y a une attente à la fois de facilitation par les outils digitaux, en gros c'est la banque sans distance, et plutôt pour les choses assez simples. Pas uniquement, mais plutôt pour les choses assez simples. Et puis, nos concitoyens apprécient aussi l'agence bancaire, autant même pour ce pourcentage, presque 80%, pour faire des choses plus complexes. Par exemple, un crédit immobilier à 75%, c'est plébiscité pour être fait en agence. Un placement financier, de la même façon. Donc on voit bien qu'on est sur un modèle français un peu particulier par rapport aux autres pays européens, qui est lié à la densité de nos implantations bancaires, puis au choix des grandes banques françaises, d'avoir ce double pied en fait entre les outils digitaux qui facilitent la vie du client et puis un haut niveau de conseil qui permet aux clients, sur les choses plus sophistiquées, d'aller en agence, d'avoir finalement de la réassurance, du conseil, et puis une présence humaine. En matière d'habitude numérique, on peut parfois avoir des méfiances. Est-ce que c'est justifié ou est-ce que ça n'est pas justifié ? Alors, c'est justifié. C'est justifié parce que les fraudeurs, les escrocs, appelons-les ainsi, et qui parfois perdent l'étranger, ce n'est pas que le petit fraudeur au coin de la rue, sont de plus en plus malins.
mais malins peut-être dans le mauvais sens du terme, mauvaise acception du terme. Et donc développent des scénarios, des capacités à capter de l'information qui sont de plus en plus sophistiquées. Donc oui, donc il faut que les personnes soient de plus en plus vigilantes, que ce soit pour les sites de vente en ligne ou pour les sites bancaires ou pour les sites des impôts, à ne pas donner leur code, à ne pas partager des informations. Ce sont des données confidentielles. Moi, ce que je dis souvent, si un inconnu dans la rue vous demande les clés de votre voiture, vous ne lui donnez pas. Donc c'est pareil pour les codes et les mots de passe digitaux. En même temps, les Français ont plutôt confiance en Internet. Ils trouvent que c'est pratique, ils trouvent que c'est efficace. Ils donnent sans trop de retenue leur accord pour les cookies. Ils donnent accès à leurs informations personnelles sans trop de retenue. Donc en fait, on a un paradoxe, c'est-à-dire on sait que c'est dangereux, mais c'est tellement efficace, tellement rapide, tellement simple qu'on accepte cette part de danger. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'il faut, pour fermer le triangle, avoir une vigilance renforcée. Alors, pas devenir paranoïaque, mais avoir une vigilance renforcée et être aussi attentif que l'exemple que j'ai cité concernant les clés de voiture. Voilà. Et puis, ce qu'on voit aussi, mais ça pourrait faire l'objet d'autres développements qu'on a déjà également partagés, c'est d'autres projections digitales. On parle du métaverse, on parle des crypto-monnaies, on parle du NFT, non-fungible token. Bon, voilà, ce sont des outils qui sont plutôt appréhendés par les jeunes. Un tiers des jeunes sont intéressés par les crypto-monnaies. Ce n'est pas encore très répandu, on sait que c'est très spéculatif. On sait aussi que l'argent n'y est pas toujours très propre. Mais voilà, on a déjà parlé, puis je pense qu'on aura l'occasion de le refaire. Oui, c'est des bons sujets à développer. Creuser, mais ça ne se fait pas en 15 secondes. On va faire un petit rappel dans quelques semaines. Merci beaucoup. Merci Alain pour ces chiffres qui sont impressionnants, effectivement. Plus de 9 Français sur 10 connectés à Internet et 8 sur 10 présents sur les réseaux sociaux, avec 32 heures par semaine, c'est ce que vous nous disiez, face à un écran. C'est absolument colossal. La création d'entreprises toujours très populaire auprès des jeunes. Il serait 7 sur 10 à souhaiter se lancer dans l'aventure. Toutefois, quelques freins persistent, notamment la peur d'une situation instable ou encore la crainte de la solitude. Pour les rassurer, les accompagner, pour les soutenir, de nombreux dispositifs sont en place, notamment ceux portés par l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique. Quentin Perrault, bonjour. Bonjour. C'est vous qui représentez l'ADI à Grenoble. Vous êtes accompagné d'Anthony Lunetta, bonjour. Bonjour. Un jeune qui a bénéficié du soutien et de l'accompagnement de l'ADI. On va écouter vos témoignages attentivement. Peut-être commencer par rappeler que l'ADI, c'est une association qui est née maintenant il y a combien 35 ans. 35 ans. Ouais, 35 ans, l'association pour le droit à l'initiative économique, en fait, on existe aujourd'hui parce qu'il y a trop de personnes en France qui veulent entreprendre mais qui n'ont pas accès à du capital financier et à un accompagnement adapté pour leur création. Et donc l'ADI, on propose des microcrédits d'un montant maximum de 12 000 € et un accompagnement spécifique adapté à l'entrepreneur pour qu'il puisse se réaliser dans son projet. Donc un accompagnement avant et après la création d'entreprise. Chacun, même sans capital, même sans diplôme, peut devenir entrepreneur. C'est un peu votre devise. Exactement. Nous, on pense que l'entrepreneuriat, ça a une valeur émancipatrice et donc en fait qu'on peut apprendre énormément de choses en créant son entreprise. On peut créer son propre emploi, évidemment, mais aussi apprendre... prendre confiance en soi, se faire un réseau, peut-être retrouver un emploi parce qu'on a créé son entreprise. Et donc c'est pour ça aujourd'hui, par exemple, que la création d'entreprise est une voie d'insertion pour des jeunes aujourd'hui en France. Les 3/4 d'entre eux qui envisagent un jour de créer leur entreprise. Nous, on considère qu'il faut accompagner ces jeunes-là parce qu'on a des parcours de vie qui sont aujourd'hui... on ne reste pas 42 ans en CDI pour des jeunes sortis d'études. En fait, il faut tester des choses, se réaliser. Et l'entrepreneuriat, c'est une très belle voie d'insertion. Alors, on parle beaucoup des jeunes dans cette émission, parce que c'est le thème du dossier. Mais l'ADI s'intéresse à tout le monde, pas uniquement aux jeunes. Tout à fait. À l'ADI, notre credo, c'est de pouvoir accueillir toute personne qui a envie d'entreprendre, qui a un besoin de moins de 12 000 €, qui ne peut pas aller voir la banque pour pouvoir se faire financer. Et donc, on fait de l'accompagnement et du microcrédit. Alors, précisément, on s'intéresse aux jeunes avec cette étude que vous venez de faire réaliser. 73% des jeunes de moins de 25 ans envisageraient de créer leur propre entreprise. Ouais. Et ça, c'est considérable. Enfin, ce que je disais tout à l'heure, c'est énorme.
C'est bien représentatif aujourd'hui des différents parcours de vie qu'on peut avoir. Par exemple, on a un peu creusé, et il y en a seulement un tiers d'entre eux qui disent qu'ils se perçoivent en CDI toute leur vie. Je crois que ces mouvements de société aujourd'hui, il faut réussir à les accompagner. Et pour autant, les 3/4 qui veulent lancer leur entreprise, mais il y en a seulement 13% d'entre eux qui osent passer le pas. Donc ça veut bien dire qu'il y a un décalage entre des aspirations professionnelles et la réalité. Et donc, réussir à bien accompagner ces entrepreneurs-là, c'est leur ouvrir les portes par un accompagnement qui est gratuit, et surtout les portes du financement, parce que une des grosses contraintes à un moment donné pour réussir à créer son entreprise, c'est d'avoir accès à un financement. Et donc c'est à ce titre-là qu'on intervient. C'est toujours le tour de table qui est le plus délicat. Quels sont les freins qui sont avancés par les jeunes que vous rencontrez ? Le premier, c'est celui du financement, celui de ne pas savoir où s'y retrouver. Vraiment, c'est à qui m'adresser, c'est trop complexe, les freins administratifs aujourd'hui sont particulièrement cités. Celui de la confiance en soi, aujourd'hui c'est pas si simple que ça pour un jeune d'oser se lancer. Et moi j'en appelle vraiment à prendre conscience en fait que l'entrepreneuriat, on a le sentiment que c'est uniquement de la grosse création d'entreprise, mais en fait, les 3/4 des personnes aujourd'hui en France, jeunes ou pas jeunes, qui créent leur entreprise, ils se créent sous le régime de la micro-entreprise. Donc, un entrepreneur individuel qui a envie de se lancer. Et donc, une micro-entreprise, en moyenne, en France, elle se lance avec 8 000 €. Donc, il n'y a pas besoin d'énormément d'argent, il n'y a pas besoin d'énormément d'investissement pour réussir à se lancer. Et donc, ça peut être un élan assez simple à mettre en place. Parmi les freins, moi, je vois aussi la peur de la solitude, la peur de ne pas savoir trouver le conseil. Alors, l'ADI accompagne, challenge les projets. Oui, alors on fait de l'accompagnement individuel ou collectif. Évidemment, c'est une grosse crainte pour toute personne de se lancer seule. On est aussi inscrit dans un réseau d'accompagnement, dans un écosystème de la création d'entreprise. Et donc, il y a plein d'acteurs aujourd'hui, dont l'ADI évidemment, mais d'autres acteurs aujourd'hui sur la région Grenoble, qui font de l'accompagnement avant et après la création. Ce qu'il faut, c'est pas rester seul en fait. Concrètement, le plus difficile pour se lancer, c'est de rester chez soi, à se dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. En fait, il faut sortir, il faut rencontrer un acteur spécialisé dont l'ADI. Alors les jeunes et leur intérêt pour l'entreprise, on le constate aussi au sein de la pépite Osée. C'est le pôle de l'Université Grenoble-Alpes qui accompagne les étudiants entrepreneurs. Et ils étaient nombreux tout récemment lors de la 7e édition de leur Projexpo. Ils ont tous le même but, voir leur projet aboutir. Chaque année, Pépite Osée, le pôle en charge du soutien aux étudiants entrepreneurs de l'UGA, organise un forum appelé Projexpo. Un moment dans l'année où ces nouveaux entrepreneurs dévoilent sur quoi ils travaillent depuis quelques mois. Environnemental, éducation ou encore nouveau sport, les projets sont variés. Alors Collecta, c'est de la collecte de déchets en milieu aquatique via un drone qui est du coup aquatique et semi-immersif. Je vais ouvrir une librairie café mais qui sera itinérante, c'est-à-dire que j'aurai un petit camion où à l'intérieur il y aura plein de livres et je vous proposerai aussi des boissons. Le projet c'est le Body Snow, c'est une sorte de nouvelle discipline de glisse hivernale qui consiste à descendre des pistes de ski allongées sur le ventre, la tête en avant, un peu comme le bodyboard au niveau de la mer ou le skeleton sur les pistes de glace. Pour l'édition 2023 du Forum, 14 projets sont présentés. Inspirés par leur histoire personnelle ou par leur imagination, ces jeunes étudiants espèrent que leur innovation voit le jour. En attendant, ils se glissent dans la peau d'un vrai entrepreneur. Pour nous, c'est déjà super parce que ça nous permet de tester, on va dire, ce qu'on propose, de le montrer aux étudiants, comment les étudiants vont percevoir aussi notre projet. Et après, ça nous permet de nous faire la main très concrètement sur ce que c'est que gérer un stand. Aujourd'hui, ils présentent leur prototype, mais les étudiants peuvent aussi se représenter l'année suivante pour finaliser leur projet. Pour Pépite Osée, l'objectif est d'accompagner ces jeunes et de leur montrer que l'entrepreneuriat est possible pour tous. Il y a des étudiants qui viennent de toutes les formations de l'université et c'est aussi l'une de notre missions, c'est d'aller chercher les étudiants dans des formations où l'entrepreneuriat, le management et la gestion de projet ne sont pas au cœur de la formation. Un événement qui aura peut-être éveillé des vocations, ou du moins qui aura permis à certains de découvrir des nouveaux projets. Voilà autant de graines d'entreprise qui ne demandent qu'à pousser. Alors avoir une idée et se battre pour la développer, c'est aussi ce qui a poussé Anthony Lunetta à créer son activité. Vous êtes micro-entrepreneur, proposant vos services comme coach en électrostimulation. C'est cela. En fait, des suites du Covid, il a fallu que je me réinvente puisque j'avais un projet initial de monter donc des structures dans lesquelles on
pratique donc des séances d'électrostimulation couplées à un espace de restauration. Et le Covid étant passé par là, la seule manière pour moi de continuer à travailler, du moins de commencer à travailler, c'était d'intervenir directement à domicile. Donc j'ai revu l'intégralité de mon modèle d'affaires, je l'ai testé sur le terrain et je suis allé donc directement au domicile de mes clients, les équiper donc de cette fameuse combinaison et les stimuler, les faire bouger davantage pour lutter contre la sédentarité et les aider à développer un style de vie plus actif. Donc avec le Covid, exit la partie restauration. En revanche, l'électrostimulation demeure, mais il a fallu aller chez les gens, les convaincre de rentrer chez eux. Tout à fait. Et en fait, c'est pas tout à fait le même projet. C'est là que l'enjeu était. Et en tant qu'entrepreneur, on a aussi certaines craintes qui en fait sont devenues des a priori, si on veut, puisque je me suis dit, je vais aller chez quelqu'un qui ne me connaît pas, je vais l'équiper d'une combinaison avec des pads électriques de partout, je vais lui envoyer des stimulations partout dans le corps, il va se retrouver à faire la carpe au sol. Bon, et finalement, l'enquête terrain a montré que les gens étaient plutôt accueillants et au fil des séances d'essai et des séances, les clients sont relativement contents et en redemande malgré tout. Et lorsque je repars, c'est toujours avec le sourire et c'est vraiment top. Mais c'est vrai qu'il a fallu revoir tout l'argumentaire d'approche et de commercialisation du coup. Oui. Du service. Complètement. Alors du coup, vous avez créé, alors ça s'appelle Gym Café. C'est ça. À défaut de prendre une pause café. Bon, et vous promettez, alors on va revenir quand même sur cette combinaison, parce que vous décrivez un peu ça comme un engin de torture, mais rassurez-nous. On en est loin. Oui, voilà. Bien sûr, on y prend du plaisir, hein. Il n'y a pas de souci. Vous promettez les bienfaits de 3 ou 4 heures de salle de sport en 20 minutes. Moi, ça m'intéresse. On y vient. En fait, si vous voulez, sur le principe d'une activité physique telle qu'on l'entend, ici, avec l'EMS, on vient proposer une vraie alternative sportive où on peut être en capacité de stimuler l'intégralité des muscles du corps, donc avec cette combinaison intégrale, où l'on paramètre l'intensité de stimuli musculaires dans les pectoraux, abdos, cuisses, fessiers, etc. Et en fait, on vient complémenter une stimulation musculaire volontaire par notre cerveau et on vient la compléter avec la combinaison. Et c'est de ce fait-là qu'on arrive à avoir une contraction musculaire intense et en profondeur et de contracter l'intégralité des fibres musculaires. Et en fait, si vous voulez, on se rend bien compte que pour avoir un travail d'une extrême intensité pour l'intégralité du corps, il faudrait passer globalement 30 à 40 minutes par groupe musculaire. Et donc, on vient condenser ça grâce à l'électrostimulation, tout à fait. Bon, alors vous aviez 28 ans au moins de la création d'entreprise, oui. Donc il y a 2 ans. Vous avez, si mes calculs sont bons, une trentaine d'années. C'est cela. Je ne suis pas trop mauvais. Votre expérience avec l'ADI, comment vous en êtes venu à solliciter l'ADI pour la création de votre projet ? Eh bien, par le biais d'un ami entrepreneur. Moi, en fait, je venais de perdre mon emploi donc des suites du Covid, comme je viens de vous le dire. Et donc, il m'a suggéré de contacter l'ADI, que j'ai fait. Donc, j'avais déjà un projet qui était bien ficelé, même s'il a fallu que je le revoie. Et l'ADI m'a accompagné, justement, en termes de financement, mais surtout en termes d'accompagnement. Et le fait, même si j'avais un projet bien ficelé de base, en fait, si vous voulez, le fait d'avoir pu échanger avec un conseiller, ça m'a permis de mettre en lumière aussi des éléments qui étaient encore perfectibles, d'autres à réfuter, d'autres à pousser peut-être un petit peu plus loin. Et c'est en ça que je les remercie, outre l'aspect financier, que je les remercie beaucoup. Oui. Voilà, il y a eu donc ce suivi, le projet a été challengé par un accompagnateur, et ensuite il y a eu un microcrédit, l'accès à un microcrédit. Oui. Qui vous a aidé à compléter un apport personnel. C'est ça, tout à fait, pour vraisemblablement m'équiper et lancer les premières campagnes pour me faire connaître sur la ville dans laquelle je réside et aux alentours. On peut vous demander combien le microcrédit a apporté à votre cagnotte ? Donc il y a eu 6 000 € de microcrédit et 7 000 € d'apport personnel. Avec ça, vous avez donc créé votre entreprise, ce fameux Gym Café. C'est ça. L'avenir, c'est quoi ? Eh bien, l'avenir est en marche, puisque depuis le 1er janvier de cette année, il y a eu une seconde société de créer qui se veut être davantage un service distanciel, où l'on proposerait, par le biais d'une application mobile que j'ai développée, un véritable carnet de bord d'accompagnement avec des guides pratiques, des recettes, tout pour développer de manière holistique les choses pour le style de vie de la personne, avec des équipements personnels sélectionnés en fonction du style de vie donc de la personne, et de proposer donc un service davantage
distanciel et de travailler à terme avec les entreprises et de travailler avec elles sur la gestion du stress et le bien-être des salariés d'entreprise, c'est quelque chose qui m'est cher. Et de pouvoir travailler également avec l'hôtellerie et en tâche de fond, de revenir aussi sur mon projet premier, qui est l'ouverture des studios. La restauration. J'espère. Oui, quand même. Tout à fait. Bon, ça s'appelle Gym Café. Merci d'être venu nous en parler. Quentin Perrault, un petit bilan de l'ADI pour 2022. Combien de jeunes suivis dans la région, en Isère? Alors, en Isère, aujourd'hui, on a accompagné et financé près de 450 entrepreneurs l'année dernière, dont 25% d'entre eux, donc 1 sur 4, ont moins de 30 ans au moment de la création d'entreprise. Donc, ce sont des beaux résultats. Les perspectives pour cette année, elles sont de continuer à développer l'activité. Aujourd'hui, la création d'entreprise, elle est particulièrement en vogue de manière générale. Et donc, l'ADI, on accompagne et on finance, on pense à peu près une dizaine de pourcentages, enfin 10% en plus cette année de créateurs d'entreprises. Et on a des bons taux de réussite, en l'occurrence, comme ceux d'Anthony, c'est-à-dire qu'à 2 ans, aujourd'hui, 83% des entrepreneurs qu'on a financés et accompagnés sont encore en activité. C'est pas mal, ouais. Effectivement, 8 sur 10, c'est pas mal. Alain, ces microcrédits, c'est aussi une bonne façon finalement pour challenger des jeunes créateurs? Oui, je crois que c'est un pied à l'étrier, entre guillemets, ça permet de lancer un projet. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, on voit que les parcours professionnels, mais vous le disiez, ne sont plus des parcours linéaires, c'est-à-dire 30 ou 40 ans dans la même entreprise, et qu'on peut imaginer des alternances entre l'entrepreneuriat, le salariat, des schémas mixtes qu'on ne connaît pas encore beaucoup, mais qui vont se développer. C'est certain qu'il y aura des schémas de prestations, mais avec des liens forts avec des entreprises. Et tout ça dans une tendance finalement d'émancipation par rapport au travail, de choix personnel, qui est extrêmement fort parmi les jeunes, mais pas uniquement. Donc je pense qu'on est sur un mouvement de fond qui va diversifier la nature de l'emploi. L'emploi avec un grand E, et vous en êtes des incarnants. Tout à fait. Et nous, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que dans cette étude, notamment, la dimension économique dans la motivation à créer son entreprise, ce n'est pas la première dimension qui est mise en avant. C'est d'abord une liberté, s'émanciper, donner du sens à son travail, mener sa vie comme on l'entend. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant. Oui. Et les chefs d'entreprise dont je fais partie regardent maintenant depuis un certain temps les CV d'une manière différente. C'est-à-dire qu'il y a 10-15 ans, quelqu'un qui passait par l'auto-entrepreneuriat n'était pas forcément, ou l'entrepreneuriat pas forcément très valorisé s'il n'avait pas réussi, bien sûr s'il avait réussi. Et maintenant, en fait, ça apparaît comme des expériences intéressantes qui vont apporter des compétences douces, des soft skills à l'entreprise et intégrer ses potentialités, ses qualités. Merci beaucoup. Merci Quentin. Merci Anthony. On précise que l'ADI en France, ce sont 180 agences. Alors il y en a une à Grenoble, évidemment, mais également en Isère, à Bourgoin et une autre à Vienne. Grenoble, plus que jamais investi dans le défi des nouvelles énergies. McPhy, le spécialiste de l'hydrogène, développe désormais son activité sur un site de production à Grenoble, 4000 m², avec l'objectif de sortir à terme 150 stations de rechargement par an. Ces capacités de production seront ainsi multipliées par 7. Reportage. Dans quelques années, vous irez peut-être recharger votre voiture hydrogène dans l'une de ces stations. Ces bornes sont fabriquées dans l'usine McPhy. Elles doivent permettre de recharger un véhicule en quelques minutes. L'objectif de l'hydrogène, être une alternative aux énergies fossiles comme le pétrole, le gaz et le charbon. L'hydrogène, ça permet de stocker de l'énergie décarbonée, puisque avec ce qu'on appelle le processus d'électrolyse, on va transformer de l'eau et de l'électricité d'origine renouvelable en hydrogène. Et cet hydrogène-là, on va pouvoir le réutiliser après dans différents processus, soit dans des véhicules pour alimenter des moteurs électriques, soit dans l'industrie où on a besoin aujourd'hui d'hydrogène. Une station hydrogène, c'est assez simple. On prend de l'hydrogène et on va le comprimer à des très fortes pressions, 350 bars, 700 bars, pour pouvoir le mettre dans des véhicules, dans un espace réduit, et après le réutiliser pour faire de l'électricité, faire avancer le véhicule. On va pouvoir remplir peut-être 70-80 voitures ou une dizaine de bus, une vingtaine de bus dans la journée. Avec ses 4000 m², cette entreprise veut augmenter sa capacité de production de stations de recharge en passant de 20 à 150 par an. Et l'hydrogène reste un système avantageux en termes de neutralité carbone et de transition énergétique. C'est un gaz qui permet de mouvoir des véhicules par le biais de l'utilisation des piles à hydrogène et qui a pour avantage de
de se stocker et de se remplir assez rapidement. Donc quand vous faites un plein avec dans une station hydrogène, vous pouvez recharger votre véhicule en quelques minutes et vous avez une autonomie de plusieurs centaines de kilomètres et avec un impact de décarbonation très, très immédiat puisque vous ne rejetez que de l'eau et donc vous avez un véhicule électrique mais sans les inconvénients de la batterie. L'usine McPhy doit aussi répondre à un enjeu majeur, le déploiement de 1200 véhicules à hydrogène prévu par la région Auvergne-Rhône-Alpes d'ici fin 2023. Fondé en 2008 dans la Drôme, McPhy comptait déjà à Grenoble son pôle recherche, innovation et ingénierie. Le groupe a par ailleurs choisi Belfort pour accueillir sa gigafactory d'électrolyseurs cette fois. Vous le savez, Alpes Décideurs vous donne la possibilité de poser vos questions à Alain Denisot. Écrivez-nous, question de l'internaute, alpesdecideurs@telegrenoble.net. Aujourd'hui, Brigitte va avoir des précisions sur le crowdfunding. Oui, alors le crowdfunding ou financement participatif, c'est la rencontre d'investisseurs, souvent particuliers, personnes physiques, et d'un projet porté par un entrepreneur. Cette rencontre se fait via une plateforme, ce qui facilite beaucoup, bien évidemment, l'absence de localisation précise, pour financer un projet. Alors, quand on rentre dans un financement crowdfunding, c'est en général par conviction. C'est parce qu'on a une envie philanthropique, une envie d'accompagnement de la transition climatique. Donc, ce sont souvent des projets qui ont un intérêt général, dans lequel des individus veulent s'engager pour accompagner un entrepreneur qui, lui, va porter ce projet. Ce sont des petits montants, même si l'agrégation fait des montants considérables. Et donc, ça permet de lancer un peu comme le microcrédit, mais d'une façon différente, avec des capitaux ou des prêts, puisque majoritairement ce sont quand même des prêts, un projet entrepreneurial. Et l'attente des investisseurs, c'est bien sûr un retour sur leur prêt ou un retour sur le capital, mais c'est surtout, d'une manière générale, que le projet se mette en œuvre, qu'ils poursuivent les objectifs définis et que finalement ils aient d'une part une contribution, on va dire, morale, mais aussi économique à quelque chose qui va transformer un peu notre société. Donc c'est vraiment le cœur du financement participatif, c'est je participe via mon épargne, mon argent, à un projet qui me tient à cœur. Et en France, en 2022, il y a eu 122 000 financements participatifs pour 2,5 milliards. Ah oui. Donc c'est pas totalement négligeable. Voilà. Le financement participatif, le crowdfunding. Merci beaucoup Alain. Si vous aussi vous voulez interroger notre expert, écrivez-nous alpesdecideurs@telegrenoble.net. De l'énergie, du souffle, de l'endurance, le groupe N4Brand n'en manque pas. Installé à Voiron, le leader de la vente d'articles de fitness et de nutrition sportive et de bien-être va fêter ses 25 ans avec une ferme ambition, la relocalisation de ses produits. Exemple avec un tout nouveau vélo d'appartement autonome connecté et fabriqué dans notre région. On en parle avec Mathieu Viscuso. Bonjour. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de N4Brand, qu'on connaît mieux avec son enseigne Fitness Boutique, un groupe que vous avez créé en 1999 avec votre frère. Tout à fait, 1999, les débuts de l'histoire Fitness Boutique, l'envie d'entreprendre avec mon frère et deux copains, les débuts d'Internet, donc tout de suite ça nous a paru évident de se lancer sur le digital. À l'époque, mon frère travaillait pour une marque d'équipementier de fitness et sillonnait la France pour essayer de vendre de l'équipement de fitness dans les GSS. Les grandes surfaces. Les grandes surfaces de sport spécialisées. Et c'était très compliqué puisque les retours qu'il en avait, c'était ça prend beaucoup de place, quelle va être la rentabilité au mètre carré. Et après 2 ans, quand on a eu l'idée de créer Fitness Boutique, c'était une évidence de se dire le net nous permettra de mettre des appareils de fitness et la quantité serait illimitée. On n'aurait pas de problème de place. Bon, pour les plus jeunes, on était avant l'an 2000. C'était le tout début du e-commerce, donc il fallait quand même avoir du flair. Aujourd'hui, le groupe, c'est 230 collaborateurs, dont 80 à Voiron, sur le site de la Brunerie où est installé votre siège. 65 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est une belle réussite, d'autant que rapidement le e-commerce s'est transformé, a évolué avec des boutiques physiques. Oui, c'était un challenge à l'époque de se lancer sur le e-commerce.
on y croyait, donc on a pris ce pari-là, on avait l'envie d'entreprendre. Et rapidement, en 2004, on a voulu se rapprocher de nos clients. Et c'est là où on a ouvert notre premier point de vente à Issy-les-Moulineaux, qui nous a permis, dans un petit espace, on avait 150 mètres carrés, de présenter quelques produits et de pouvoir faire essayer les produits et de conseiller. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin du consommateur d'être conseillé par des experts, de pouvoir tester le matériel et goûter les compléments alimentaires. Oui, parce que voilà, quand on parle des produits, c'est à la fois des articles de fitness et des compléments alimentaires, des produits nutritionnels. Tout à fait. On a commencé par l'équipement et rapidement, on a rajouté les accessoires. On en a parlé juste avant. Ça passe par l'électrostimulation, mais pas que. C'est les cordes à sauter, les tapis de sol, les steps. Et puis, la nutrition. La nutrition sportive dans un premier temps, pour les personnes qui faisaient du fitness ou des sports d'endurance, du trail, du running, du vélo. Et aujourd'hui, vraiment, le monde du complément alimentaire, ça touche le sportif, mais vraiment le grand public avec la santé et le bien-être. Alors, vous le disiez, en 2004, vous avez étendu le concept à ces boutiques physiques. Aujourd'hui, vous en comptez 118, je crois, de ces fitness boutiques. 118 points de vente, dont à peu près la moitié en franchise. On va découvrir votre groupe avec ce reportage. Fondée en 1999 à Voiron, N4 Brands est une entreprise spécialisée dans la conception de produits pour le sport. Labellisée BPI France Excellence, l'entreprise se veut être l'un des leaders internationaux du secteur du fitness. N4 Brands, c'est une société sur laquelle on développe des produits, des appareils de fitness, des compléments alimentaires pour différents canaux, principalement fitness boutique. On a créé la société en 1999 avec mon frère et 2 copains. Premier site web e-commerçant spécialiste dans le fitness, avec au début la distribution d'appareils de fitness et très rapidement des accessoires, des compléments alimentaires pour toucher toutes les personnes qui souhaitaient prendre soin de leur corps. En plus de servir de grands clubs de sport, l'entreprise fournit des équipements aux professionnels tels que les SDIS, les gendarmeries et les centres de rééducation. En ce qui concerne les compléments alimentaires, le marché connaît une forte croissance depuis 10 ans, mais avec la tendance du consommateur à s'orienter vers les produits locaux, il faut s'adapter. L'objectif, c'est de travailler le plus possible en filière locale, donc avoir des produits et des matières premières fabriquées en France, le plus possible. Et sinon, après, l'origine, c'est Europe. Il y a différents types de protéines. Il y a les protéines de lait, du coup issues du lait de vache. Et on a aussi également des protéines végétales. Donc ça va être des protéines de pois, de soja. De l'entrée haut de gamme, ils produisent toutes sortes d'équipements sportifs. Le dernier en date est le vélo André Martin, lauréat du prix InnoSport, qui récompense les produits les plus innovants de la filière sport, loisirs et bien-être. Et voilà la dernière création du groupe, le vélo André Martin. Ça faisait 30 ans qu'il n'y avait plus d'appareils de fitness fabriqués en France, de vélos d'appartement. Chaque appareil est assemblé à la main sur Saint-Priest avec des partenaires locaux et chaque produit est numéroté et sont fabriqués en série limitée. Le vélo André Martin, c'est un appareil qui est 100% autogénéré. Ça veut dire que l'utilisateur crée son propre courant en pédalant et ce qui permet d'alimenter le système de résistance électromagnétique, mais également son écran tactile connecté, aujourd'hui sur toutes les dernières applications. Le groupe emploie 200 collaborateurs et enregistre un chiffre d'affaires d'environ 65 millions d'euros. La marque Fitness Boutique détient 118 points de vente répartis en France, dans les Dromcom, au Maroc et en Belgique. Alors Mathieu, on va revenir sur ce groupe N4 Brands, parce qu'aujourd'hui, ce sont en fait 15 marques différentes. N4 Brands, le siège social du groupe qu'on a vu dans le reportage à Voiron, c'est là-bas qu'on innove, qu'on développe nos produits pour Fitness Boutique principalement, avec des marques de matériel comme Fitness Doctor, Moveview, Boson, de l'entrée de gamme au haut de gamme professionnel, mais également des marques de compléments alimentaires qu'on distribue dans nos magasins et également dans d'autres canaux de distribution. Aujourd'hui, c'est un portefeuille de 15 marques qu'on distribue dans de la pharmacie, avec des marques comme les laboratoires NG Nutrition ou 20DC, qui est de la nutri-cosmétique à base de collagène, qui aujourd'hui rencontre un vrai succès auprès des consommateurs et consommatrices. Et des marques également pour des influenceurs. Oui, ça c'est nouveau, ça. Une marque spécifique pour les influenceurs. Ça c'est nouveau, ça a été, c'est des rencontres qu'on a pu faire dans notre métier sur des salons ou sur des événements. Et on a eu la chance de rencontrer Thibaut InShape,
qui est le plus gros youtubeur, influenceur français dans le domaine du fitness, pour lequel on a pu créer sa marque InShape Nutrition en collaboration avec lui, ou Sissi Mua, qui est aujourd'hui l'égérie française numéro 1 dans le fitness avec sa marque Train Sweat It, qu'on a également accompagné à développer sa marque de compléments alimentaires. Bon, autre nouveauté, c'est cette politique de relocalisation que vous avez lancée. On l'a vu légèrement dans le reportage, hein, qui s'est accentué début 2023 avec ce vélo d'intérieur haut de gamme, cet André Martin du nom de votre grand-père. Oui, relocalisation, c'est dans l'ADN du groupe. Depuis des années, on cherche à produire en France. Donc on l'a fait avec nos compléments alimentaires, où aujourd'hui 90% de nos compléments alimentaires sont fabriqués en France. Ce qui était loin d'être gagné parce que ce n'était pas le cas au départ. Hein. Ce qui était loin d'être gagné parce que ce n'était pas le cas au départ quand on cherche comme des entrepreneurs à innover, à trouver des nouveaux ingrédients, des nouvelles matières premières. Il y a aussi besoin d'un outil industriel pour pouvoir commercialiser tout ça, fabriquer, formuler. Donc on a commencé avec des partenaires en Europe et puis à force de chercher, on a réussi à le faire avec les compléments alimentaires. Et vous en parlez juste à l'instant, le projet André Martin, ça a été presque 3 ans de travail et de recherche avec nos équipes. La volonté de relocaliser la production d'un équipement de fitness en France. Et André Martin, c'est un clin d'œil à notre grand-père parce qu'il nous avait donné cette passion du travail du bois et de l'artisanat. Mais c'est avant tout nos équipes qui ont travaillé sur la recherche, sur le concept et ensuite les partenaires locaux qu'on a dû trouver pour pouvoir réaliser ce projet. Oui, parce que tout est fait en France, même dans la région, hein, dans un rayon de 200 km autour de Voiron. Du design au choix du bois, aux soudures qui sont même ici made in France, tout est fait ici. Et il a fallu recréer cette filière du local d'ailleurs. Oui, alors au début, on a travaillé avec des amis qui nous ont aidés, des entreprises comme FJ Bois ou Ravix sur Grenoble qui nous ont aidés à faire les prototypes, les tout premières ébauches. Et puis rapidement, on s'est rapproché de Coralp, société qu'on connaît bien avec son fondateur Jean-Hugues Louis, qui nous a accompagnés. Lui, il est spécialisé dans la fabrication de casiers de ski pour sécher l'équipement de ski. Donc le sur-mesure, c'est dans l'ADN de son entreprise. Et il nous a mis en contact avec des partenaires locaux qui nous ont permis, grâce au design qu'on a fait avec FeeDesign, un designer voironnais, derrière avec Connect System, de pouvoir fabriquer tout ce qui était châssis. Donc on a travaillé avec une aciérie française, de l'acier français, soudé à la main, peint à la main, assemblé mécaniquement à la main sur Saint-Priest, donc dans un local, un environnement de moins de 100 km, et puis du bois massif en chêne de Bourgogne, de forêt éco-gérée. Une vraie gageure, hein, parce que les appareils de fitness sont tous faits à l'étranger. Hein. Les appareils de fitness en cardio sont tous faits à l'étranger depuis maintenant 30 ans. Nous-mêmes, on développe des produits, on conçoit des produits depuis presque une vingtaine d'années maintenant. Maintenant, les industrialiser en France, c'était un challenge. Il y a d'autres projets d'ailleurs, il y a d'autres projets. J'entends parler d'un rameur. Il y a d'autres projets, c'est encore secret, c'est dans les tuyaux. Pour l'instant, on se concentre vraiment sur la commercialisation du vélo André Martin, qui rencontre un vrai succès. Il a été bien accueilli, oui. Auprès des consommateurs. On est, je ne vais pas dire surpris, mais en tout cas très, très flatté que ça fonctionne bien. Nos équipes ont travaillé dans la bonne direction. Aujourd'hui, on n'arrive pas à livrer tout ce qu'on nous demande, toutes les commandes. C'est de la série limitée, on en fabrique une dizaine par semaine. C'est aujourd'hui un peu plus de 100 produits, parce qu'on a commercialisé il y a 2 mois, qui ont été livrés à des particuliers, mais pas que. On a livré aussi de l'hôtellerie et des spas de luxe et en montagne. Et donc, aujourd'hui, on s'attelle à maintenir cette qualité et à pouvoir livrer plus rapidement nos clients. Dis donc, depuis 1999, vous en avez fait des métiers différents, là, hein, entre animateur de réseau franchisé, commerçant sur le web, maintenant créateur de vélos made in France. Je pense que c'est la vie de tout entrepreneur. On a juste essayé de faire de notre mieux et on essaye encore avec des choses qui fonctionnent, d'autres moins bien. On apprend avec le chemin. En tout cas,
on s'éclate avec nos équipes aujourd'hui et on va continuer d'essayer d'amener de l'innovation et des nouveautés. Bravo, tout ça est chez nous, hein, à Voiron, sur le campus des sports. Hein, c'est aussi là où tout se passe dans ce domaine. Hein. Oui, on est basé depuis 2019 maintenant sur le site de la Brunerie, qui est anciennement le Krebs à Voiron. Un site qui a été vraiment boosté, rénové par le pays voironnais, la commune de Voiron, qui ont investi énormément. C'est un vrai pôle sportif qui nous permet d'être au milieu des sportifs, de pouvoir tester nos équipements, nos compléments alimentaires. Et en même temps, ça nous permet d'accueillir des sportifs de haut niveau qui viennent nous voir des quatre coins de la France, des différentes disciplines, pour qu'on puisse les accompagner dans leur préparation physique. Bravo à Mathieu, 25 ans, une belle entreprise qui s'est bien remise en question. L'objet est magnifique, hein. C'est plus qu'un vélo. appartement. Voilà, on peut le laisser dans son salon. Non, ce que je trouve intéressant dans votre témoignage de votre entreprise, c'est plusieurs éléments de fond qu'on a un peu partagés en filigrane. C'est tout d'abord cette nouvelle rencontre entre le digital et le physique, le conseil avec vos magasins. Vous posez le constat que le digital c'est bien, mais ça ne suffit pas. Ensuite, cette tendance profonde dans la société du sport, du bien-être et de la santé que vous rassemblez. Et puis le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, c'est la réindustrialisation et les initiatives qui permettent de démontrer que c'est possible. Voilà. Et je trouve que votre entreprise incarne tout ça et je trouve ça vraiment extraordinaire. Bravo. C'est dans l'ADN aussi de l'entreprise, dans notre démarche RSE, d'essayer de relocaliser, de réduire notre empreinte carbone à notre petite échelle, mais en tout cas, on essaye de faire de notre mieux. C'est la somme des mouvements individuels qui nous fera réussir. Bravo, merci Mathieu. Vous saluerez votre frère qu'on avait reçu il y a une petite dizaine d'années pour nous présenter l'entreprise et on est content de prendre de vos bonnes nouvelles. Avec grand plaisir, merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Merci Alain. On salue au passage vos collaborateurs qui ont assisté en coulisses à notre émission, les collaborateurs du groupe Oisan. Effectivement, ça fait plaisir de les associer à cette belle émission et puis je les salue en direct et sur également via Télé Grenoble et Alpes Décideurs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr revoir Alpes Décideurs sur Internet, télégrenoble.net. À très vite. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.